Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de physique qui est encore un cours d'optique. Et donc comme vous le voyez aujourd'hui on va parler de la réfraction de la lumière. Alors la réfraction c'est un phénomène qu'on a déjà vu avec les ondes de surface à la surface des liquides. C'est ce qu'il se passe lorsque une onde se propage d'un milieu à un autre. Vous avez un schéma ici, un premier milieu, le milieu 1, et un milieu 2. Donc vous voyez que le rayon, lorsqu'il passe à la surface de ces deux rayons, est dévié, il change de direction. Il se passe en fait deux phénomènes en même temps, une réflexion et une réfraction, exactement comme les ondes à la surface des liquides. Au niveau du vocabulaire, c'est exactement, ou à peu de choses près, la même chose que les ondes de surface. Donc le plan d'incidence, c'est le plan qui contient le rayon incident, la normale à la surface, le rayon réfléchi, et on va voir qu'une des propriétés, c'est que le rayon réfracté appartient au même plan. Le dioptre, ça c'est un mot important, c'est la surface de séparation des deux milieux, sur cette ligne-là, mais qui est en fait une surface. Et deuxième nouveau mot, c'est N, l'indice de réfraction. Alors c'est le rapport entre la célérité de la lumière dans le vide et la célérité de la lumière dans le milieu considéré. Par exemple, voilà, si c'est le milieu 2 et de l'eau, bah c'est la vitesse de la lumière dans le vide divisée par la vitesse de la lumière dans l'eau. Alors continuons. Alors juste après, j'ai mis des remarques qui sont le fait que l'indice de réfraction n'a pas d'unité puisque c'est une vitesse divisée par une vitesse. L'indice de réfraction du vide vaut 1, c'est le minimum que peut avoir un indice de réfraction, et on utilisera 1 également pour l'air, qui est en fait presque égal à 1. Pour tous les autres, ce sera toujours supérieur à 1. La vitesse ne peut être que plus petite, la vitesse de la lumière n'est que plus petite dans un milieu, toujours plus petite que dans le vide. C'est ça que je veux dire. Voici les deux lois de réfraction de la lumière, elles ressemblent aussi aux lois de réfraction des ondes à la surface des liquides. Donc la première loi, je l'ai dite au début, c'est le fait que le rayon réfracté appartient au rayon d'incidence, au plan d'incidence, pardon. La deuxième loi, c'est la loi des angles. Elle aussi ressemble beaucoup à la loi de réfraction des ondes à la surface des liquides. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Rappelez-vous du schéma. Alors, N1, c'est le milieu, l'indice de réfraction du milieu. Sinus I1, c'est le sinus de l'angle d'incidence, est égal à N2, l'indice du milieu 2, multiplié par sinus de l'angle réfracté. Voilà. Voilà, juste après cette deuxième loi, j'ai rajouté deux autres remarques, deux autres propriétés. La première, c'est que donc plus l'angle réfracté est petit, plus la célérité de la lumière dans le milieu est petite, plus l'indice de réfraction est grand. C'est une phrase un peu à se souvenir, parce que dans des exercices, vous allez devoir comparer les indices de réfraction entre eux. Lequel, X, l'indice de X est-il supérieur à Y, ou supérieur à Z, etc. Deuxième chose, lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu à un autre, il est toujours réfléchi, mais dans certains cas, il n'est pas réfracté. Alors cette dernière remarque, en revenant au schéma de base, elle veut dire quoi? Elle veut dire que quand un rayon incident arrive sur le dioptre, il y a toujours un rayon réfléchi, toujours, même si parfois dans des exercices on ne le montrera pas, mais le rayon réfracté, dans certaines conditions, n'existe pas. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, il s'agit du phénomène de réflexion totale, qui dit que lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu 1 vers un milieu 2, si il y a deux conditions, telles que N1 est supérieur à N2, c'est-à-dire que le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2, il fait plus de réfraction que le milieu 2, et que l'angle d'incidence 1 est supérieur à ce qu'on appelle un angle limite, dans ce cas-là, il n'y a pas de réfraction, il n'y a que de la réflexion, et on appelle ça la réflexion totale. Deuxième remarque que je vais vous montrer tout de suite en animation, si le rayon lumineux est perpendiculaire au dioptre, son angle d'incidence vaut 0 et son angle réfracté vaut 0 aussi. Ça veut dire que le rayon n'est pas dévié, il n'a pas de déviation, il n'a pas de changement de direction. Je vous montre ça. Je vous montre ça avec une application dont je vous mettrai le lien dans la description. Ici vous avez un rayon laser qui donne donc un laser de lumière rouge. Le milieu 1 en haut est de l'air, le milieu 2 en bas est du vert. Alors dans ce cas-là, vous voyez que si j'incline le rayon, il y a toujours un rayon réfracté et un rayon réfléchi, quel que soit l'angle. Je peux aller le plus loin possible, sauf évidemment lorsque le rayon est parallèle au dioptre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réflexion ni de réfraction puisque il ne touche pas le dioptre. Donc ça c'est le cas où le milieu 1 est de l'air et le milieu 2 est du vert, c'est-à-dire que le milieu 1 est moins réfringent que le milieu 2. En d'autres termes, l'indice de réfraction du milieu 2 est plus grand que l'indice de réfraction du milieu 1. Sur cette application, je peux aussi mettre les ondes. Vous voyez ce qui se passe lorsque le rayon est perpendiculaire au dioptre. Bien, on voit bien la longueur d'onde qui change, mais le rayon n'est pas dévié. Ok.
Voyons voir ce qui se passe maintenant lorsqu'on intervertit, si je mets du vert en haut et de l'air en bas. Voilà. Alors, je remets le rayon sous forme, j'enlève les ondes et je mets le rayon laser. Voyons ce qui se passe lorsque j'incline le rayon. Vous voyez, j'augmente l'angle d'incidence petit à petit, et vous voyez que le rayon réfracté augmente très vite, et à un moment, il va se confondre avec le dioptre. J'augmente l'angle d'incidence, et voilà. Au bout d'un moment, il a disparu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'angle réfracté, c'est très difficile de trouver exactement cette position, l'angle réfracté vaut 90 degrés avec le dioptre. Donc à un moment, le rayon réfracté suit le dioptre, et puis si on continue d'incliner l'angle incident, il n'existe plus, il n'y a plus que de la réflexion. Donc le moment où le rayon réfracté est confondu avec le dioptre, et son angle vaut 90 degrés, on appelle ça l'angle limite, c'est l'angle limite d'incidence. Pour le verre, on voit qu'en général, alors en fonction de l'indice de réfraction du verre, souvent il est atteint pour 42 degrés à peu près. Voilà. Voilà, sur le cours, je vous ai mis une petite remarque qui est une application d'un rayon lumineux qui passe du verre vers de l'air. Et dans cette situation, le rayon est déjà à l'angle limite qui est de 42 degrés. Donc vous voyez qu'il arrive vers l'air et qu'il se réfracte en suivant le dioptre. Donc l'angle réfracté est 90 degrés. C'est une situation qu'on vous met souvent dans les exercices. L'angle limite vaut donc 42 degrés. On est en situation d'angle limite. Et c'est une situation qui nous permet de trouver N1. C'est-à-dire, en fait, l'indice du verre, l'indice de réfraction du verre. Comment on fait ça? On utilise la loi de la réfraction. N1 va être égal à 1 fois sinus 90 divisé par sinus 42. Alors, sinus 90, c'est très facile, je vous ai mis un tableau ici. Sinus 90, c'est 1. Sinus de 42 degrés, c'est à peu près égal à 2 sur 3, et dans la plupart des cas, on fait cette approximation. Donc, N1 va être égal à 1 divisé par 2 sur 3, ce qui fait 3 sur 2, 1,5. Donc souvent dans l'exercice, quand on vous dit l'angle limite du verre vaut 42 degrés, vous pourrez dire qu'en fait ça veut dire que l'indice de réfraction du verre vaut 1,5. Parlons maintenant de la dispersion de la lumière. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se passe lorsque de la lumière blanche arrive dans un milieu dispersif. La lumière blanche, je vous rappelle que c'est la superposition de toutes les couleurs visibles, en tout cas à l'œil nu de la lumière. Donc lorsque l'air est considéré non dispersif, lorsqu'un rayon arrive dans du verre, des verres particuliers, par exemple le verre des prismes, qui est considéré très dispersif, et bien dispersif veut dire que il disperse les couleurs de la lumière blanche. Pourquoi? Parce que la réfraction se fait de façon différente en fonction de la longueur d'onde de la lumière. Et la longueur d'onde d'une lumière, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est sa couleur. Donc chaque couleur va se réfracter de façon différente dans ce milieu dispersif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un milieu dispersif? C'est ça. En réalité, tous les milieux sont dispersifs, mais certains sont très très peu dispersifs, comme l'air. On dit qu'il est presque parfait. Et le verre du prisme, lui est très très dispersif, donc il sépare beaucoup les couleurs de la lumière blanche. Voilà, dans la suite du cours, vous avez des images et des explications sur ce qui se passe lorsque de la lumière blanche arrive dans un prisme. Vous avez une belle image ici, où le rayon est une lumière blanche, il se dévie à l'intérieur du prisme et il ressort sous forme d'arc-en-ciel. On voit toutes les couleurs du spectre de la lumière blanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc la lumière se décompose en plusieurs couleurs. Donc ça commence par le rouge, qui est la longueur d'onde la plus grande de la lumière, et ça va jusqu'au violet, qui est la longueur d'onde la plus petite. Donc vraiment l'information la plus importante à retenir ici, c'est que plus la longueur d'onde est grande, moins le rayon est dévié à la sortie du prisme, ok? Là, je parle vraiment de déviation, je ne parle pas d'angle de réfraction, mais vous voyez que la déviation, c'est-à-dire le changement de direction, est plus petit pour le rouge et plus grand pour le violet. Et bien sûr, ça va de plus en plus grand lorsqu'on va du spectre de la lumière du rouge vers le violet. Alors attention, j'ai rajouté en dessous de cette image le fait que, en fait, effectivement, plus la longueur d'onde est petite, plus l'angle de réfraction est petit, mais plus la couleur en question est déviée par le prisme. C'est-à-dire qu'en réalité, pour le violet, l'angle de réfraction du violet est plus petit que celui du rouge. Vous voyez, en fait, par rapport à cette surface, le rayon violet est plus proche de 90 degrés que celui du rouge. Donc son angle de réfraction est plus petit. Et pourtant, il est plus dévié. Également, son angle de réfraction est plus petit, et donc son indice de réfraction est plus grand. C'est inversement proportionnel. Voilà, maintenant on va regarder ce qui se passe dans les prismes lorsqu'ils sont traversés par des lumières monochromatiques, c'est-à-dire d'une seule couleur. Alors, dans cette partie, on va pas faire des choses trop compliquées, on va seulement regarder les prismes qui ont des formes de triangles rectangles isocèles et qui sont ce qu'on appelle des prismes à réflexion totale. Ok, c'est-à-dire que
il y a toujours une paroi au minimum dans le prisme sur lequel le rayon lumineux va se réfléchir totalement. Alors il y a trois possibilités, soit le rayon sort dans le même sens, c'est-à-dire parallèle et dans le même sens que lorsqu'il est entré, soit le rayon fait un angle de 90 degrés et sort du prisme, soit le rayon fait carrément demi-tour, il est parallèle à l'angle incident, mais revient dans le sens inverse. Voilà, c'est les trois possibilités que l'on peut avoir avec les prismes à réflexion totale. Et en fait, c'est des schémas qu'il faut retenir parce que les exercices que vous trouverez vous poseront des questions là-dessus. Voilà, on passe aux exemples d'application et on regarde ce premier exemple qui est un rayon lumineux I de couleur verte, donc il est monochromatique, une seule couleur, qui passe d'un milieu K à un milieu L. Et donc on vous propose trois opérations et on vous demande de regarder ces trois opérations et de dire lesquelles nous permettraient de diminuer l'angle bêta, c'est-à-dire de ramener le rayon vert dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens vers perpendiculaire au dioptre. Alors, première information, on voit que bêta est supérieur à alpha. Ça nous donne une information, ça nous dit que le milieu K est plus réfringent que le milieu L. On pourrait imaginer par exemple que le milieu K est du vert et que le milieu L est de l'air. On va regarder ça avec la simulation que je vous ai montrée tout à l'heure. Est-ce que si on augmente l'angle alpha, eh bien ça diminue l'angle bêta? Regardons sur la simulation ce qui se passe si j'augmente l'angle alpha. Donc sur cette simulation, vous avez du vert en haut et de l'air en bas. J'augmente l'angle alpha et regardez, ça augmente l'angle bêta jusqu'à 90 degrés, c'est-à-dire l'angle limite. Donc on peut déjà répondre que la première phrase est fausse, ça ne marche pas. Si j'augmente l'angle alpha, ça augmente l'angle bêta. Si je diminue l'indice NK, c'est-à-dire l'indice de réfraction du milieu qui est en haut. Dans la simulation, c'est l'indice du vert. Bah, voyons voir. Donc je reviens à la simulation, et vous voyez que je peux justement changer l'indice de réfraction des deux milieux. Donc je vais changer l'indice de réfraction du milieu d'en haut, là, le milieu K, dans l'exercice, c'est du vert, je le diminue pour qu'il aille vers l'eau, et regardez l'angle bêta, et ben vous voyez que justement il diminue, jusqu'à arriver à l'air. Si les deux milieux sont de l'air, évidemment il n'y a plus de réfraction. Donc oui, ça marche. Donc la deuxième phrase, la deuxième proposition est vraie. Regardons la troisième, remplacer la couleur verte par la couleur bleue. Alors est-ce que ça va marcher? La longueur d'onde du bleu est plus petite que la longueur d'onde du vert, donc le bleu sera plus dévié, ça veut dire que ça va augmenter l'angle bêta. Malheureusement je peux pas le montrer avec la simulation, donc la troisième est fausse. Bilan, la première est vraie, la première est fausse, la deuxième est vraie, la troisième est fausse, la bonne réponse était B. Seulement 2 est correct, seulement 2 nous permet de diminuer l'angle bêta. On continue. Alors on continue avec cet exercice qui est marqué 3, mais qui en réalité est le deuxième. C'est un rayon lumineux qui passe dans trois milieux différents, X, Y et Z, et vous devez comparer les indices de réfraction des milieux X, Y, Z, ainsi que la célérité de la lumière dans ces trois milieux. Alors c'est très simple, il suffit de se souvenir de la règle de base qu'on a vue un peu avant. La voici, plus l'angle est petit, plus la vitesse est petite, plus l'indice de réfraction est grand. Donc on va comparer les angles en réalité. Alors, je les ai tracés ici, donc les angles je les trace toujours entre la normale et le rayon. Donc on voit que l'angle IZ vaut 0, IY est plus petit que IX, donc voici le classement des angles, IZ est le plus petit, Y est le deuxième, IX est le plus grand. Les indices c'est l'inverse, l'indice de Z est plus grand que celui de X et de Y, et les vitesses, c'est dans le même sens que les angles. Donc, on regarde ce qui correspond, et la bonne réponse est la réponse D. Voilà. On continue. Alors, quatrième exercice dans lequel on a trois situations. Dans les trois situations, on a deux prismes identiques, un bleu et un rose. Je l'ai pas écrit ici, je le remettrai plus tard. Les deux prismes sont identiques et sont à réflexion totale. C'est important. Alors, parmi les trois situations dans lesquelles le rayon I sort-il des prismes dans le même sens qu'à l'entrée? Alors, regardons la solution. Première situation, eh bien, le rayon lumineux ne change pas de direction puisque les deux prismes sont identiques, ils ont le même indice de réfraction. Donc oui, ça marche, le rayon sort dans le même sens que lorsqu'il est entré. Deuxième cas, le rayon va se réfléchir avec deux angles droits avant de sortir du deuxième prisme avec le même sens que celui avec lequel il est entré. Oui, ça marche. Et le troisième, non, il va faire un angle à 90 degrés. Réponse C. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez tout bien compris. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt en visioconférence.